fait de respirer comme ça, fait que naturellement, la personne, en quelques instants, peut trouver déjà un certain calme. Il y a des signes en général qui ne trompent pas, hein. Il suffit d'observer quelqu'un qui commence à travailler la respiration calmement. Par exemple, nous, chez nous, on propose d'inspirer par le nez, doucement on remplit le ventre, délicatement, hop, on rentre le ventre sans forcer, et on souffle par la bouche comme ça. 3 petits cycles respiratoires comme ça, même dans la voiture, dans un embouteillage, au lieu de s'énerver comme ça, attendre, hop, on pose ses mains, voilà, et puis voilà. Le feu rouge, on ne peut rien faire, ben on respire. Déjà rien que ça permet de se détendre. Les petits signes qui ne trompent pas en général, c'est qu'on va commencer à bâiller, ça veut dire qu'on commence à se relâcher. On a les épaules qui tombent, les coudes qui tombent, voilà, c'est que les tensions commencent à se défaire. On commence à défaire des nœuds. Donc la respiration est fondamentale dans tous les exercices qu'on fait, que ce soit en Qigong, en Tai Chi, ou dans la pratique, on va dire, un peu plus martiale, hein, comme le Wu-Dao. Le, le moteur du mouvement, c'est la respiration. On prépare un mouvement, on inspire. On fait le mouvement, on expire. Pardon. J'inspire. J'expire tranquillement. En fait, c'est le souffle qui va guider le mouvement. Si le souffle accompagne le mouvement, si le souffle est doux, alors le mouvement sera doux. Si le souffle est saccadé, le mouvement aura tendance à être un peu saccadé. Qu'est-ce que tu ressens toi quand tu sens la pression atmosphérique descendre? Une pression dans les oreilles, dans tous les espaces aériens en fait. Depuis le nez, en passant par les oreilles, les sinus, en fait, ce qu'on ressent en fait, quand on fait de la plongée. Comme quand un avion décolle? Comme quand on avion d'école, comme lorsque voilà, quand on descend sous l'eau, ou quand par exemple tu es dans une pièce un peu une pièce fermée, quelqu'un ferme la porte, tu sais, tu ressens la pression comme ça en fait. Donc tu Et donc sens, en fait c'est tout le corps qui ressent. Et puis, tu ressens une pression non seulement dans le niveau des sinus, mais dans l'ensemble du corps en fait. Il y a un ressenti assez. et qui t'a initié ou c'est un truc que tu as observé toi-même? Tu as vu que quand Que tu j'ai ressentais. ressenti depuis toujours. Toujours petit on sent ça. Ok. Et moi je voulais faire cette petite vidéo, comme je te le disais hors caméra, c'était un peu pour te remercier et te mettre aussi en avant, vu que toi tu le fais jamais, sur tout ce que tu enseignes autour de toi, que ce soit à moi ou à d'autres. Sur des petites choses de la vie de tous les jours qui passent inaperçues pour 90% des gens et qui pour moi ont changé beaucoup ma vie sur l'écoute de soi. Donc voilà, donc c'était avant tout pour ça que je faisais cette petite vidéo et je voulais qu'on puisse discuter toi et moi des différents thèmes parfois qu'on aborde ensemble quand on marche en forêt, comme on l'a fait ce matin. J'ai trouvé ça génial que tu puisses observer comme ça la trace sur laquelle on était, de savoir qu'il y avait un chien, il y avait deux traces de pas de femmes ou d'enfants, une trace d'hommes, et que quand on est arrivé à cette cascade, il y avait effectivement ces gens-là. Toi, comment tu as commencé à aller en forêt? Depuis petit en fait, parce qu'on partageait nos vacances avec les parents, soit ici à Pigeon, ou alors aux Saintes, ce qui fait que c'était soit la forêt, soit la mer. Donc la forêt naturellement a été un appel, hein, tout de suite, tu vois rien que d'en parler, hein. T'as déjà la chair de poule. Donc ça, non, le contact a été immédiat, hein, surtout que quand je suis né à l'époque, nous habitions un appartement qui n'était pas à la campagne. Donc forcément, quand tu changes d'environnement, que tu arrives dans un environnement comme ça qui t'appelle, tout de suite tu réponds à l'appel, tu ne poses même pas la question, tu réponds à l'appel et tu sautes dessus. Je sais pas, ça a toujours été un. Tu me disais ce matin, à 7 ans, vous alliez déjà Oui, voir les alors, on est cascades. allé. Ta première sortie seule en forêt? La première sortie seule en forêt, ça s'est fait ici. On revenait d'une sortie, on est arrivé là le soir, les parents avaient du mal à trouver les clés pour ouvrir la porte. Et à un moment donné, le chat, on était venu avec un chat, parce que c'était une expédition quand nous partions, hein. Le chat, à un moment donné, il s'est enfui, et donc je suis allé, donc il devait bien être 9h du soir, et je suis rentré là dans le petit sous-bois là.
À quel âge? Je pas être bien âgé, hein, je vais avoir, je sais pas, 4 ou 5 ans. Ok. Voilà. Donc, il était 21h et je suis rentré dedans, évidemment. Je me suis fait enguirlander par les parents quand je suis revenu. Mais le chat, évidemment, je ne l'ai pas vu. Et puis, il y a eu il y a une attraction. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a une attraction, il y a la forêt qui t'appelle. Ok. Et bien que tu sois petit, que tout de suite, tu sais, tu as une imagination très fertile à cet âge. Hein, donc, chaque arbre peut devenir une créature, comme tu peux l'imaginer. Malgré ça, il y a une attraction, quelque chose qui t'appelle. Alors, évidemment, est-ce que c'est un prétexte, le chat? C'est difficile de dire. Mais en tout cas, il y a eu cette attraction. Donc, je suis rentré dedans. Je ne suis pas allé bien loin, j'ai dû faire peut-être 10 mètres. Et voilà, et je crois qu'après ça, vraiment, ça a été peut-être la première entre vraie sortie seule qui a duré peut-être l'espace de 2 minutes. Mais qui était assez Mais 2 minutes pour. très intenses. Très, très intenses. Très intense et forcément agréable. Alors après ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est de revivre ça. Et tu me disais que c'était ton oncle qui te faisait faire des sorties régulièrement. Non, pas comme mon oncle. Avec mon oncle, on est sorti cette fois-là donc, à voir la queue de cheval, cette cascade qu'on a vue ce matin, parce qu'elle était un peu loin de la maison et parce qu'il connaissait le sentier. Et puis nous avions en face de nous un oncle qui était un vrai personnage à lui-même, parce que c'était une force de la nature, un peu à l'image de mon grand-père d'ailleurs. Donc il était quand même resté assez proche de la forêt. Il chassait, ce qui était moins notre cas, nous. Et donc voilà, donc c'est lui qui nous a fait découvrir mais déjà bien avant, on n'a pas attendu. Hein, je me rappelle, les premières fois quand on est venu ici, on demandait à chaque sortie, surtout avec mon père, d'aller à la rivière, d'aller à la mer, mais surtout à la rivière, là, puis se balader dans la forêt. Puis un gros avantage, c'est que mon père s'intéressait à la nature. Bien que ce n'était pas un passionné de randonnée, il aimait aller dans la nature et nous donner le nom des arbres. C'est avec lui que j'ai appris ce qu'était un mauricif, un pied de bois d'Inde, un châtaignier grande feuille, petite feuille, un résolu. Comment lui a appris le nom de ces arbres? Comment il a appris alors, très simplement avec son grand-père. Ok. Son père, c'est-à-dire mon grand-père, qui était notaire à Basse-Terre, c'était un érudit. C'est quelqu'un qui s'intéressait à tout, vraiment à tout, et qui avait déjà une certaine connaissance. Mais son grand-père était très attaché à la nature. Très très attaché. Il parle de ce point de vue, je lui ressemble. Je ne pense pas avoir ni son charme, ni son charisme, ni ses cellules grises. Mais il s'intéressait à la nature, à tout ce qui. Voilà, donc c'est donc son grand-père, c'est-à-dire le père de ma grand-mère, qui lui a appris ça. À cette époque-là, il habitait à Saint-Claude, donc dans une forêt quand même, qui est déjà très riche là-bas, parce que c'est une forêt hygrophile, une forêt humide. Et il a pu ainsi se nourrir de toutes ces influences. Voilà. Et puis ma grand-mère l'invitait vraiment à ça, parce que ma grand-mère était une femme extrêmement ouverte et d'une intelligence rare aussi. Donc voilà, naturellement, il nous a transmis ça, du moins certains d'entre nous, parce que d'autres se sont sentis moins intéressés par ça. À l'époque, ma jumelle et moi, ayant le même âge, donc on le suivait donc dans le jardin, il nous montrait un petit peu les différents arbres qu'on pouvait trouver, les immortels, les poiriers, enfin des espèces communes, bien sûr, à Côte-Soulevent et dans la forêt en général. Donc c'est comme ça qu'on a naturellement appris, puis c'est devenu naturel après ça d'en parler, mais naturel pour nous, mais c'était pas forcément le cas pour d'autres personnes, parce que d'autres personnes voyaient ça comme une vraie aventure. C'était une vraie aventure pour eux de parler de ça et dire ah tu vas tout seul en nature, mais c'est fou, c'est dangereux. Puis il y a l'image, tu sais, quand tu es dans la nature, dans la forêt, de rencontrer un serpent ou autre, ce qui est pas du tout le cas ici. La forêt n'est pas hostile ici, au contraire, elle est accueillante, elle est avenante. En fait. C'est peut-être parfois, quand je demande à mes patients est-ce que vous avez un peu marché en forêt ou vous baignez vers non, c'est souvent ils ne veulent pas faire de rencontres malencontreuses, on va dire, et donc ils se coupent de ce truc-là. Et c'est un mythe. C'est un mythe parce que les gens qui vont marcher dans la nature en général n'ont pas de. Mais non, là ce sont des gens qui sont attirés par la nature. Et je n'ai jamais rencontré un seul problème. Voilà.
le mythe de la personne qui va te sauter dessus, Oui. c'est un mythe. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, et finalement beaucoup de gens se coupent de la nature à cause de ce mythe. Bien sûr. Les gens qui me disent, mais t'as pas peur, tu vas rencontrer peut-être quelqu'un avec un sabre, il va te hacher. Pourquoi spécialement me hacher hein, non, franchement, non. Non. Et, petit, j'avais fait aussi une rencontre enfin oui, je faisais une rencontre qui m'a beaucoup surpris. Par là-bas, pas très loin, j'avais vu sur une pierre un lichen qui poussait et qui avait, à l'époque dans ma tête, la forme d'un dinosaure. Alors évidemment, je me suis rapidement dit, bah, tiens, il doit y avoir des choses formidables à découvrir. Cette pierre, évidemment, je ne l'ai plus jamais revue. Alors j'étais persuadé que quelqu'un l'avait embarquée. Il faut dire que la pierre devait faire au moins 150 kg. Hein. Pour qu'on l'embarque, je pense que ce serait difficile. Je pense que c'est surtout mon imagination qui a marché, mais qui m'a donné encore plus envie d'aller vers ça, d'aller découvrir, voilà, d'aller découvrir la nature. Et donc parfois, je passais des heures dans le jardin ou même ailleurs, pas très loin de la maison, là, derrière une petite ravine. C'était forcément un théâtre, c'était un champ d'expérimentation aussi. Hein, et je pouvais rester allongé, je me faisais piquer enfin en tout cas mordre par les fourmis, à observer des fourmis qui marchaient, observer des feuilles, et voilà, entendre le son que fait le vent dans les arbres. Parce que la forêt ne produit pas de bruit, elle produit des sons. Et ça fait toute la différence. C'est essentiellement des voyelles dans la forêt, c'est des choses très très douces. J'ai vite vu en fait une corrélation entre le fonctionnement de la forêt et notre fonctionnement à nous. Et rapidement, tu te rends compte que c'est une... C'est une école de soi dans la complètement, nature. bien sûr, complètement. C'est un retour à soi-même. C'est pas qu'on se centre entièrement sur soi-même. Au contraire, cette idée, justement, quand tu es à la nature, tu sens que tu te joins à des quantités d'autres choses. Mais tu retrouves ta propre nature, ta propre source, quelque chose qui est subtil. Tu es moins dans la réflexion, tu es plus dans l'intuition. Et ça t'invite à ça, Tu es dans l'être. tu es dans l'être. Très intuitif. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que j'essaye de proposer et qui, moi qui suis quelqu'un qui est très dans ma tête, à beaucoup réfléchir, à faire beaucoup de scénarios, à beaucoup calculer, anticiper, c'est vrai que moi, c'est dans ces situations avec toi où quand on remonte le cours de la rivière, où tu es juste en train de ne pas vouloir te casser la gueule, bon, bah, t'es pas dans ta tête, quoi, en fait. Et ça, c'est vrai que au début, c'était ça, et petit à petit, bah, tu m'ouvres aussi les yeux sur regarder les feuilles, reconnaître les arbres et reconnaître les pas sur un sentier. Et ça, c'est des choses que, avant, c'était juste ne pas me casser la gueule, c'était suffisant pour être dans l'instant présent. Et maintenant, c'est un peu plus subtil à chaque fois, quoi. Et je trouve que c'est vraiment une activité qu'on devrait proposer un peu plus. Ouais. Forcément. Forcément, parce que encore une fois un retour sur soi. Et quelque part, on se découvre hein, à travers ce genre de... On découvre des facettes de notre personnalité qu'on ignorait. J'ai accompagné le mari d'une patiente en forêt, mais pas grand-chose l'autre jour. Et un monsieur très courtois, très gentil, bien habillé. Je le couperai peut-être au montage, ça, mais... Et puis on marche ensemble, et puis il parle tout doucement, il est très gentil. Ça fait 5-10 minutes qu'on marche. Puis d'un seul coup, il marche dans une flaque de boue. Genre, ah merde! Il a lâché un merde. Et le mec, pendant 5 minutes après, j'avais dit à ma femme de ne pas me prendre les chaussures neuves. Je lui ai dit, mais on va les laver dans la rivière tout à l'heure. Il est passé de ce gars tout doux, tout courtois, tout gentil. Ah là! Il a pété un plomb en l'espace de 2 secondes. C'était marrant de voir, comme tu dis, ouais, qu'il y a tout de suite des facettes qui se réveillent. Et moi, j'ai souvent amené des copines avant même que ça aille plus loin dans la forêt pour voir leur attitude envers moi et la forêt. Ah, ça c'est intéressant. Et j'ai souvent tourné la page assez rapidement en fonction de leur réaction. Comme quoi ça révèle, hein, ça révèle vraiment. Et sur des trucs bêtes, c'est parfois juste vouloir faire de la compétition avec soi-même, vouloir aller vite, pas accepter d'avoir glissé, pas accepter d'avoir sali sa chaussure ou des trucs. Et ouais, comme quoi la nature, ça nous révèle. Carrément. C'est quoi ton parcours, pas universitaire, mais ton parcours d'études? Parce que je sais que tu as un long curriculum, un petit peu. En tout cas, il est plus vitaminé que
pas grave. Si tu peux nous le décrire un peu. Bon, ben, je suis revenu un cursus habituel à l'école. À un moment donné, donc, je me suis dirigé vers un brevet d'État, puisque j'ai bien compris que c'était la nature qui m'appelait, et que c'est par là que, que je voulais me diriger. J'ai rapidement compris que je ne pourrais pas travailler dans un bureau, m'enfermer dans une pièce. C'était même pas possible, quoi. Être au contact de la nature, être au contact des gens, être au contact de soi-même déjà, et puis, des choses peut-être plus subtiles, hein, c'est très très vite, ça s'est imposé, hein, donc j'ai choisi à cette époque-là donc de suivre une formation voilà, en vue de devenir un brevet d'État, donc pour passer à un brevet d'État d'éducateur sportif. Donc c'est un cursus tout à fait habituel, hein, des épreuves d'entrée, voilà, après ça, intellectuel spécifique, et tout ce qui va avec. Donc, et ça, évidemment, ça collait tout à fait avec ce que je recherchais. Donc, et puis avec la possibilité d'assez rapidement exploiter ce diplôme d'État, puisqu'en France, il faut un diplôme d'État pour accompagner du monde, pour leur faire découvrir certaines choses, pour pratiquer certaines activités physiques. Éducateur sportif, Éducateur activité sportif. pour tous. Activité pour tous, ouais. Okay. C'est un BESAPT. Qui existe toujours. Qui existe toujours, même le si BPJ. voilà, qui a été remplacé par, enfin du moins, on ouvre le métier du sport à d'autres, voilà, à tout le public. Donc maintenant, disons qu'il y a des conditions d'accès un petit peu plus faciles. Donc ce qui est très bien pour les gens, les jeunes qui veulent enseigner des activités physiques et qui veulent tout simplement vivre de leur passion aussi. Hein. Ça c'est quelque chose. Après ça, c'est présenter l'armée. Donc l'armée, j'ai sensiblement suivi le même chemin que je faisais, parce que étant éducateur, donc voilà. En fait, non, je suis rentré à 19 ans. Enfin, j'allais sur mes 20 ans en fait. Et donc voilà, là-bas, pareil, j'ai passé un diplôme de moniteur éducateur, je passais un peloton d'œuvre gradé, ce qui aboutissait sur un CME, c'est-à-dire un certificat militaire alimentaire, pour devenir brigadier ou caporal, ce qui remenait après ça naturellement au niveau du chef de groupe. Donc là, on passe un CTE, c'est-à-dire un certificat technique élémentaire. Je passe également un brevet militaire professionnel, une option choc et feu. Choc et feu, ouais, j'ai fait du génie militaire. Donc, ça a été très intéressant, mais j'avoue que c'est pas la période dont je suis le plus fier, on va dire, parce qu'apprendre à mettre en place des mines antipersonnelles et connaître les dégâts que ça provoque, c'est ignoble. Je suis content que l'armée française n'utilise plus ce type d'armes. Tu n'étais pas en Guadeloupe à cette époque? Si, j'étais en Guadeloupe. Si, donc j'ai suivi une formation assez assidue. Donc voilà, dans cette option choc et feu. Donc j'étais grenadier voltigeur. Non mais rien que le terme, grenadier voltigeur. Donc, voilà. C'est quand les gens marchent sur les mines, ils voltigent, quoi. Voilà, mais enfin bon, je ne sais pas qui les faisant voltiger. dont l'appellation est assez ancienne, on reviendra à l'occasion. Mais bon, ça concernait tout ce qui tournait autour des explosifs, donc tout ce qui était mines antipersonnelles, les mines anti-chars et autres. Voilà, mais j'ai profité aussi là-bas de mon passage pour passer le permis poids lourd, entre autres, ainsi que le permis EB, ce qui me permet de tracter des véhicules dont le PTAC est supérieur au PV du véhicule en charge. Wow. Bien sûr, c'est très clair. Le poids total autorisé en charge du véhicule peut être parfois supérieur au véhicule qui tracte la remorque. Voilà. En gros, c'est un permis pour tirer des remorques. Okay. C'est plus simple comme ça. Oui, c'est plus simple. Et voilà, l'armée était une période intéressante parce que avant, déjà quand j'ai passé mon BE, j'ai eu la chance de tout de suite travailler avec des jeunes. Ce que je faisais déjà. Alors, tandis qu'à l'armée, je pouvais toucher à une classe d'âge que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des gens de mon âge. Et ayant déjà un brevet d'État, donc rapidement, j'étais propulsé comme moniteur. J'ai passé aussi les examens qu'il fallait pour arriver à ça. Ce qui fait que je suis devenu chef de groupe. Je suis chef de groupe de combat, entre autres. Donc voilà, j'ai enseigné entre autres la défense personnelle, ce qu'ils appelaient à l'époque le close combat à l'armée. Et puis je formais des recrues. Donc c'était le gros de mon passe-temps. Tu n'avais pas encore fait d'armes martiaux à cette époque? Si,
Si. Ah si, j'ai pratiqué déjà. J'ai commencé les arts martiaux, enfin en tout cas officiellement à l'âge de 15 ans. Le Viet Vo Dao. Le Viet Vo Dao, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Viet Vo Dao, Tai Chi, à l'âge de 15 ans. C'était la même pratique ensemble, Viet Vo Dao et Tai Oui, Chi? parce que c'était enseigné dans le même club et au sein de la même fédération. Donc, naturellement, quand ces disciplines sont présentées à moi, pareil, il y a eu un appel. Tout Ok. petit, j'étais assez vite interpellé par ça. Mon père, l'ayant ressenti, m'a à plusieurs reprises proposé de suivre des cours de judo ou de karaté, ce que j'ai toujours décliné. Il y a peut-être pas assez de fluidité, de souplesse dans ces Oui, arts en plus, martiaux. ça me correspondait moins. J'ai beaucoup de respect pour ces disciplines hein, qui sont éminemment intéressantes. Mais c'est vrai que la pratique martiale qui venait de la Chine et de ce qu'on appelait aussi l'Indochine à l'époque du Vietnam m'ont interpellé. Alors, est-ce que c'est parce que notre famille a une histoire avec l'Indochine? Peut-être parce que mes arrière-grands-parents se sont mariés là-bas. On a toujours vécu dans un mobilier indo-chinois. Ce qui invitait naturellement peut-être à s'intéresser à ça. Donc c'est vrai que quand il me demandait, mais tu veux faire du karaté? Je dis non, je veux faire ça. Il me dit quoi? Je lui dis, ce qu'il y a sur le plat là. Alors, sur le plat, il y avait un plateau en bois avec des incrustations en nacre. Ok. Et on voyait par exemple un cavalier qui avait une hallebarde comme ça derrière lui. Il me dit, tu veux faire de l'hallebarde? J'ai dit non, mais ce qu'ils font, ça me plaît bien. Donc j'ai dit, j'attendrai le jour où ça va se présenter à moi. Et donc voilà, ça s'est présenté à moi Quand tu étais ado. quand j'étais ado. Voilà. Donc un club, tout de suite, c'est ça qu'il faut. Et quand j'ai essayé, évidemment, ça m'a rapidement accroché. À l'époque, pour payer mes cours de Vodao et de Tai Chi, j'attrapais des crabes dans des boîtes à crabes. Donc si j'ai fréquenté la forêt, j'ai aussi fréquenté la mangrove, qui était un écosystème tout à fait surprenant, parce que après avoir déménagé, donc on habitait dans une maison proche de Petit-Bourg, à côté de laquelle se trouvait un écosystème qui nous était tout à fait étranger, qui était la mangrove. Donc voilà, ça rajoutait quelque chose de supplémentaire, voilà, une nouvelle végétation, voilà, de nouvelles espèces à découvrir. Donc c'était voilà, c'est un champ d'exploration qui est formidable, hein, la Guadeloupe, les Antilles en général. Et donc voilà, pour payer donc mes cours, j'attrapais des crabes. À l'époque, je vendais un petit crabe 5 francs et le gros crabe 10 francs. Et ainsi, je payais mes cours d'arts martiaux. C'était combien le mois? Le mois à l'époque, c'est une bonne question. À l'époque, le mois était à 75 francs. On voit que ça a quand même changé. Hein. Après ça, c'est assez rapidement monté à 100 francs pour continuer à encore évoluer. Maintenant, de nos jours, on dirait à quelqu'un, tiens, le cours est à 15 euros. Ah, c'est pas cher. Alors que nous, à l'époque, 75 francs, on trouvait ça Oui, oui. exorbitant. Oui. 100 francs, c'était une somme à l'époque. Hein. Mais en fait, c'est vraiment le franc a juste été transformé en euros et ce qui était 100 francs, c'est devenu 100 euros. Quoi. Bien sûr. Voilà. L'inflation formidable. Oui. Les histoires de multiplier par 6, diviser par 6,50, c'est... Bah non, bah non, bah non. Maintenant, un cours basique, on trouve quelque part, je sais pas, c'est minimum 35-40 euros. 15 euros, ce sera le cours en général, une fois. Quoi. Ouais. C'est ça. Enfin, Dieu merci, je ne fais pas payer ça à mes élèves. Hein. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Mais, c'est vrai. donc voilà, donc c'est comme ça que je payais mes cours en attrapant des crabes. Donc les crabes avaient un certain succès, non seulement dans le quartier mais ailleurs. Donc du fait de leur prix et puis voilà, comme je les élevais, voilà, des crabes bien costauds. Avec quoi tu nourris les crabes pour bien les engraisser? Avec Pas de la graisse. ouais, bon, quelque part c'est les engraisses parce Ouais. que avec évidemment le traditionnel piment, ce qui rajoute vraiment un goût au crabe. Hein. C'est Ah pas, ouais? non, c'est pas Et eux, ils mangent du piment sans Ils problème. mangent du piment, alors est-ce qu'ils sont immunisés? J'aurais jamais fait manger un piment à mon Jack, tu sais, qui est le Ah piment ouais. le plus corsé, le plus yang. Mais du piment commun, ils mangeaient, puis ils mangeaient de la canne, du coco, de la laitue, des tomates, régime exclusivement végétalien même. Donc, Tu les nourrissais pas de crabes, quoi. ah non, non, surtout pas. Non, 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 et donc voilà comment je payais mes cours. Et voilà, donc j'assurais sur l'année, voilà, mes cours comme ça. Ok. Voilà, c'était ça le deal. Et puis
parent avait dit, tu sais, on n'a pas l'habitude de pratiquer du sport dans la famille, donc on va pratiquer du Viet Vo Dao, mais va falloir assurer. Je dis, bon, écoute, je vais payer mes cours, et si je ne travaille pas bien à l'école, on arrête les cours. Ah, elle me dit, c'est bien, alors c'est très bien comme activité. C'était toi-même. Je me suis moi-même je me suis pas mis de pression, parce que je savais que je travaillerais à l'école pour aller faire tes cours. pour aller faire pour aller faire mes entraînements. Puis pas parce que voilà, parce qu'il faut quand même travailler à l'école, c'est quand même bien. Et donc voilà comment voilà comment je payais mes cours. Puis derrière, il y avait toujours ce doux mélange de nature, c'est-à-dire de tout ce que peut nous apporter la mer, parce que aux Saintes, j'ai découvert la mer, j'ai appris à pêcher à l'époque aux Saintes, que ce soit la ligne. À l'époque, on chassait à la fouenne d'une manière assez rustique, puisqu'on on utilisait un fer à béton avec une chambre à air attachée au bout. Voilà. Et donc on tire comme ça. Donc tu tends la chambre à air sur voilà, tu tends la chambre à air sur le fer à béton. Au cas où le poisson ne se fait pas attraper du coup, c'est le tétanos qui va l'avoir. Enfin bon. Mais bon, bref. Donc on tirait donc la chambre à air comme ça, on tenait donc la chambre à air et la tige, le fer à béton, on lâchait, et ça. Donc ça a été une école d'apprentissage qui était excellente. Donc un masque, des palmes, et puis c'est tout. Et puis les poissons, on les enfilait restaient dans la flèche, et puis voilà. Et donc quand on était courageux, on n'avait pas trop froid en sortant du bain, on faisait un trou en arrivant, on réunissait du bois. Auparavant, on avait prévu du feu. On avait comment dirais-je, emprunté un briquet qui se trouvait à la maison, ce qui était interdit. Et on allumait un petit feu, on faisait griller le poisson sur place. Sur la plage. Sur la plage. Tu peux imaginer que ça fait des souvenirs. Ouais. Forcément, quand tu es gamin, tu vis ça. Mais voilà. Donc j'ai beaucoup. Les Saintes, c'était la mer. J'ai beaucoup appris de la mer. Ici, c'était la forêt. Du côté de Petit-Bourg, c'était la mangrove. Donc c'est cette réunion de tout ça qui m'a donné envie de continuer encore dans cette. Et après le service, pas le service militaire, non, après l'armée, qu'est-ce que tu as fait en premier? Alors après l'armée, j'ai repris l'activité que j'avais avant l'armée, c'est-à-dire en tant qu'éducateur sportif. Et donc à l'époque, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelait Guadeloupe Découverte, dont le siège social après ça a changé. Au départ, elle était du côté des Abîmes. Ensuite, il s'est installé sur la marina. Et donc, il cherchait quelqu'un à l'époque. Voilà, pour quelqu'un qui ait déjà un brevet d'État, parce que c'était comme la condition comme sine qua non. Parce que, il faut avoir un brevet d'État pour. Il fallait avoir un brevet d'État en tout cas pour enseigner ce genre, pour accompagner des gens. Et puis, il cherchait quelqu'un qui soit un peu polyvalent. Donc, qui aime si possible la nature déjà, qui a déjà le permis de conduire, et puis à qui les araignées ou les moustiques ne font pas peur. Donc pour emmener des gens bivouaquer, pour emmener des gens faire du kayak, pour s'initier à différentes activités, pour faire du tir à l'arc, de la randonnée aquatique ou autre. Donc apparemment ils ont vu ce personnage en moi. Maigre potentiel. Mais bon, en tout cas, apparemment, voilà. Et donc, ça a très très vite pris puis entre eux et moi. Puis c'est fait combien de temps avec eux? À la Tienne. Merci pour le coup. Combien de temps j'ai fait avec eux? Si tu veux, j'ai commencé un petit peu avant avec eux, et après ça, j'ai continué. Bonne question. C'est bien, bonne question. Je vais faire 4. J'ai dû faire 6, 7 ans, 8 ans. 8 ans en tout, en 8 ans. Oui, puisque tu me parlais de tarifs en francs. Oui, à l'époque, c'était tarifs en francs. C'était avant 2002. Quoi. Ah oui, c'était. Les années 90. Oui, c'est. À peu près, ça, 7-8 ans. 7-8 ans. Voilà, donc à l'époque, je sortais avec des clients en forêt, je les emmenais en randonnée. Donc, c'était sorti en 4x4. Donc parfois, il y avait.
utiliser le 4x4 pour accéder à des chemins peu carrossables, hein, des passages en forêt, des passages en rivière, donc des passages à gué. Donc c'est vrai que c'était bien d'avoir la voiture qu'il fallait pour ça, quoi. Et puis voilà, donc on recevait des fois les clients, des touristes, on faisait découvrir la Guadeloupe et ses différentes facettes. Donc, voilà, on a pu exploiter différents types de sites, hein, que ce soit en grande terre, en basse terre. On avait des circuits nord grande terre, c'était un peu le tour des plages, mais toujours avec quand même des petites randonnées, hein, parce que j'aime bien marcher. J'ai remarqué. Voilà. Et puis sur la basse terre, évidemment, voilà, c'était soit des traditionnels circuits Carbet-Soufrière, qui étaient le site phare à l'époque du parc national. Donc, on visitait très régulièrement, hein. Une époque, on faisait. Ça m'arrivait des fois de monter au moins 3 fois par semaine à Soufrière. Donc ça, c'était quand même. Et c'était intense. Le tourisme était très développé à l'époque en Guadeloupe. Très très développé. Dans les années 90, ça a très bien marché. Je tombais vraiment dans l'âge d'or de. Et puis certains ont dit que les événements du 11 septembre ont calmé. ont sérieusement calmé, hein, parce qu'on a rapidement vu décliner ces affluences qu'on avait comme ça. Et après ça, tout doucement, le tourisme a battu de l'aile pour après ça presque, je ne vais pas dire disparaître, mais voilà. Depuis les années 90, tu n'as jamais reconnu... Sincèrement, depuis 2001, on a senti, hein, les gens ont dit, hein, pour le 11 septembre, plus rien ne sera comme avant. Mon patron m'avait dit ça à l'époque, il m'a dit, Fred, on est en train de changer d'air, là je pense que on ne pourra plus travailler comme avant. Les gens étaient insouciants peut-être. Et c'est vrai, hein, 2001, donc septembre 2001, on commence à avoir un petit peu moins de monde. La fin de l'année, un peu moins de monde. Début 2002, ça commençait à sérieusement de battre de l'aile. Et là, à ce moment-là, j'ai dû, voilà, on m'a fait comprendre qu'on ne pouvait plus continuer à travailler ensemble. Donc là, j'ai dû me recycler, si on peut dire. Donc là, j'ai travaillé comme vendeur dans un magasin de sport, où je conseillais les clients voilà, pour du matériel de randonnée, tant qu'à faire. Du matériel de pêche, de chasse sous-marine, puisque je faisais de la chasse sous-marine moi-même. Et puis sur le rayon arts martiaux et sports de combat. Donc en gros, je restais un peu toujours dans mon secteur, mais autrement, mais sérieusement autrement, parce que je crois que je suis pas fait pour le commerce. Non, franchement, c'est pas bon. Voilà, parce que apparemment, je conseillais bien les clients. Ils revenaient, donc pour le coup, ça plaisait voilà, mais faut croire que je vais peut-être pas assez pousser les gens à acheter. En tout cas, ils achetaient. Hein. C'est un rayon qui marchait bien. Hein. Il marchait très bien. Si tu conseillais bien, ça marchait bien. Oui, mais après ça, c'était pas ma fibre. C'était pas la vente, c'est pas. Et tu étais commercial ou c'était ça Ensuite, j'étais commercial. Donc, j'ai d'abord travaillé chez Intersport. Ensuite, comme vendeur. Ensuite, j'ai été embauché par la société Teranga, qui elle-même est une filiale de la société multinationale Mercure, qui est basée sur Monaco. Et là, j'ai été embauché comme responsable du département à Gosport. Donc là, je devenais je montais d'un cran, si on peut dire. Et donc, voilà, je gérais toujours un rayon nautique, hein, donc plongée, chasse sous-marine essentiellement, puis aussi le rayon cycle. Bon, je faisais déjà du VTT, donc ça m'a un peu aidé, mais je ne suis pas un cycliste pour autant. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup, on a débité des VTT. Hein. Ah oui. Ah non, pour que tu aies une idée, hein, le deuxième jour d'ouverture du magasin, on a vendu 27 vélos en quelques instants. 27 VTT, c'est pas mal. C'est pas mal. En Guadeloupe, il y a une vraie culture du vélo quand même. Oui. Que je n'ai jamais pratiqué vraiment le vélo, à part petit, j'ai fait un peu de vélo, mais là, quand je suis venu tout à l'heure, le nombre de cyclistes qu'il y avait sur la route, c'était impressionnant. Ouais. C'est les sports rois, hein, le foot et le vélo, mais le vélo c'est une institution. Hein. Tu as vu pour le Tour de la Guadeloupe, il y a des gens qui prennent des congés. Hein. Oui. Qui prennent des congés pour. Et les cyclistes, je trouve qu'ils abusent un peu parce que pour eux, s'ils sont dans une côte sur le joli vélo,
Il n'y a plus de voitures, quoi. Pour eux, c'est vraiment. Eux, ils veulent pas partager la route. Ils veulent bien que les voitures la partagent, mais les vélos veulent pas la partager. C'est marrant. En même temps, les gens savent ici que c'est un peu dans leur culture, donc Il y a une tolérance. ouais, sans doute, sans doute. Alors, Ah, moi, je suis voilà. pas du tout tolérant envers les vélos sur les routes. Faut composer. Je les mets pas en danger, hein, mais je trouve parfois qu'ils exagèrent un petit peu à un peu trop s'étaler. Ouais. Et c'est après ça, donc c'est après la période Go Sport. Tu as rencontré mon père, tu étais commercial, c'était pas J'étais chez GoSport. commercial, hein, non, à l'époque je travaillais Pour Moretti, non? non, pour De Rancy. De Rancy, oui, De Rancy. Pour la société Europe 1. Et parce que malheureusement, ça s'est pas très bien passé chez Go Sport, donc un peu de mal avec les gens malhonnêtes, je crois. Enfin, heureusement, ils sont pas tous comme ça, hein. Il y a des gens qui sont formidables dedans. Mais il y en avait un ou deux là qui n'étaient pas très clean. Et donc ouais, c'est après ça, ouais, je travaillais pour une société qui s'appelle Europan, où là, ben, voilà, j'étais commercial. C'est donc là que j'ai rencontré tes parents. Vite sympathisé, évidemment. Parce que c'était les produits Arena. Exactement, les produits Arena. Il ne faisait pas que les produits Arena, mais il était distributeur à l'époque exclusif des produits Arena et Loisiland. Bon, ça restait toujours un petit peu dans mes cordes, puisque voilà. Parce qu'à l'époque, je vendais chez Inter des maillots de bain, des bonnets, enfin tout ce qui tourne autour de la natation. Et puis le produit Loisiland, c'est tout ce qui tourne un petit peu autour on va dire, du loisir, du petit loisir. Donc, voilà. Mais pareil, cette période commerciale n'a pas été une période très. C'était intéressant parce que ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de gens, hein. Comment fonctionne l'humain aussi, hein. Mais voilà, ça n'a pas été la période que j'ai préférée parce que c'est pas mon truc de vendre. Donc je suis revenu après ça, mais Quand tu vends pas, tu guides. voilà, C'est ça. C'est ça. c'est bien dit. J'ai revu mes vieilles amours. Donc après ça, voilà, C'est là que tu as repris j'ai à repris, fond le. voilà, j'ai repris les randos. Entre-temps, ben, le tourisme s'étant cassé la figure, ça a été assez compliqué. La clientèle a beaucoup changé aussi. Avant, on avait une clientèle qui était quand même, voilà, qui n'hésitait pas à sortir, à s'investir, et puis voilà. Maintenant, les gens préfèrent rester sur le transat. La clientèle a vraiment changé, donc c'est pas tant ils veulent rester dans le transat, il y a une clientèle métropolitaine un peu plus importante qu'avant. On a toujours une clientèle métropolitaine, hein, mais sauf qu'il y a quand même moins d'étrangers. Avant, on a quand même beaucoup plus d'Allemands, plus d'Italiens, plus de. Qui sont peut-être plus téméraires, tu penses, que les métros? Non, mais en fait, ils se sont détournés de la destination Guadeloupe. Mm. La Guadeloupe n'offrait plus les mêmes attraits qu'avant. Ça a beaucoup changé en fait. Dans les années 90, il y avait peut-être encore du service qu'on ne retrouve plus comme avant. Ça. Il y a ça, et puis à le faire encore une fois que la clientèle, une bonne partie de cette clientèle qu'on avait avant, en fait, s'est détournée sur des destinations un petit peu plus huppées comme Saint-Barth ou autre. Et là, bah, tout de suite, ça commence à changer, hein. Donc, les touristes qui venaient ici, quand tu vas aller voir sur la plage, tu en proposes une randonnée, ils te disent non, non, mais on a ce qu'il faut, on a loué un gîte, voilà. Puis, Tu faisais ça, toi? T'allais sur la plage et ah tu oui, démarchais? oui, oui, pour démarcher, ouais, parce qu'à un moment donné, C'était dur. ah ouais, c'était dur, parce que autrefois, quand je travaillais pour la boîte, pour Globe Découverte, c'est eux qui démarchaient leurs clients comment dirais-je, merci. À travers Les agences de voyage. ouais, les agences de voyage. On travaille avec le groupe Fram, entre autres, le Fram, Accor, mais après ça, bah, pareil, ça a changé. Les hôtels ici se sont cassés, certains hôtels se sont cassés à figure, hein. Le groupe Méridien, À Saint-François. Saint-François. Pour moi, le Méridien, c'est le symbole de Ben, ces années 90 qui étaient vraiment flamboyants. mais carrément, carrément. À l'époque, je descendais au Méridien 3 voire 4 fois par semaine pour récupérer des clients là-bas. Quand c'était pas chez eux, c'était en Corée, ou c'était à Pierre et Vacances. Enfin bon, non, c'était après ça, bah, les clients hein, déjà
sans chercher à les comparer, mais enfin tout de même, les clients du Méridien, c'était pas ceux depuis à vacances. Mm. Ça, c'est clair, hein, Et donc voilà, donc l'envie d'aventure des clients était moins importante qu'avant. Ils avaient moins envie de randonner, et c'était des vacances plus pépères, plus tranquilles, voilà, puis pas l'envie de dépenser non plus, hein, ça Mm. faut dire, hein, les gens venaient avec des petits porte-monnaies. Donc, C'était peut-être le début aussi ou l'habitude des all inclusive où on vient dans l'hôtel et tout est payé d'avance et on va rien sortir. Ouais. Quoi. Entre-temps, il y a quand même il y a des destinations comme Saint-Domingue qui ont fait qui ont fait quand même des ravages, hein, parce que les prestations qu'ils proposaient à l'époque Mm. étaient d'excellente qualité et, Mais et moins chères. Mais c'était pas des prestations hors hôtel, quoi. C'était juste les gens restaient à Ah non, ils y l'hôtel. restaient dans l'hôtel. Ils allaient faire un peu de kayak, un peu de planche à voile. Mais à l'époque, justement, ces hôtels proposaient tout ça, alors que ben, chez nous, ben, il fallait passer par des externes. par des externes pour accéder aux Prestations. mêmes prestations, mais pour un prix plus élevé. Donc, forcément. Voilà. Ceci dit, il y a beaucoup de gens aussi qui ont déchanté, parce qu'en voyant que si les destinations comme ça sont magnifiques, hein, parce que Saint-Domingue c'est beau, hein, le plus haut sommet des grandes Antilles, pardon, il est à Saint-Domingue. Hein. Les petites Antilles, c'est nous ici en Guadeloupe, mais les grandes Antilles, c'est Saint-Domingue, le pic du Harté. C'est quel. Il monte, je crois, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il monte à 3000 mètres. Hein. Ah oui, quand même. Donc ça skie à ce moment-là. Non, ça skie pas, mais ça grimpe. Non, ils n'ont pas assez de. Pas assez de fraîcheur. Ouais. Il faudrait se renseigner pour la. Mais en tout cas, je sais que c'est le point culminant des grandes Antilles et là-bas. Sur l'altitude exacte, je sais pas, mais je sais que ça grimpe. Hein. En tout cas, c'est très largement au-dessus de ce qu'on a nous, hein, ici. Mais le charme qu'on avait encore ici autrefois dans les petites Antilles n'a pas tout à fait disparu parce qu'il y a des gens qui continuent encore à venir à cause de l'ambiance antillaise qui est éminemment chaleureuse. Mais la diversité de choses qu'on trouve dans un petit espace et avec des gens qui restent toujours très 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 ouverts. Voilà. Et c'est tout ce mélange-là ça n'a pas disparu. Mais le tourisme a pris une autre forme. Il est devenu un peu plus vert, c'est vrai. Et donc, pas plus mal. Ah mais non, au contraire. On voit certains sites avant qui étaient saccagés. Et maintenant, ils sont plus respectés. Il y a moins de poubelles au Chute du Carbet, sur des sites comme la Soufrière. Bon, il faut dire aussi que l'accès aussi n'est plus aussi aisé qu'avant, parce qu'on ne peut plus accéder tout à fait comme avant à la Soufrière. Voilà. Je vais s'arrêter un petit peu bien avant, là, au bain jaune pour. Voilà. Autrefois, on pouvait accéder pratiquement au pied de la Soufrière en voiture, alors que maintenant, il y a un peu plus de. Donc, il faut dire aussi que ça ralentit certes, hein, peut-être, ça participait, mais les Antilles ont gardé leur charme. Voilà. Ça a pris une autre forme. Voilà. On voit plus de randonneurs maintenant, des gens qui viennent vraiment pour randonner. Mais ceux-là, en fait, c'est des randonneurs. C'est pas juste des touristes. Alors on avait des touristes qui venaient pour faire un petit peu de rando, qui n'étaient pas randonneurs. Alors pour eux, comme c'était une aventure, forcément, ils se jetaient sur ce genre d'activité. Alors que maintenant, il y a des touristes qui viennent. Mais spécialement pour ça. Soit pour randonner, ou certains viennent pour ne pas randonner. Et ceux-là, forcément, ça les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Oui, les gens viennent pour ski. Ou il y a des gens qui viennent et ils font que plonger. Ils vont un peu sous le vent et ils restent que pour la plongée. Et ils s'en foutent d'aller à la plage de Sainte-Anne. Ah non, mais ça ne les intéresse pas. Il y a des gens qui vous disent, mais je ne viens pas pour aller bronzer, pour faire la crêpe. Non, non. Ici, sur Pigeon, les îlets Pigeon sont réputés. Hein, oui, c'est pour ça. Donc, faut dire aussi que cette zone a profité de la publicité. À l'époque, avait fait le très célèbre film du commandant Cousteau. Donc, il s'appelait Le Monde du Silence. Et où les gens découvraient en fait la mer, la plongée sous-marine. Et il y a une des scènes qui a une toute petite scène en définitive, qui a été tournée ici,
Voilà, mais une scène qui doit durer 5 secondes, hein, Ah ouais. contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, il y a un buste, hein, du commandant Cousteau, hein, aux îles, ce magnifique signe, ok, tout va bien. Mais en définitive, il n'a pas passé tant de temps que ça. On l'appelle réserve Cousteau, mais il a- voilà, le monde du silence n'a pas été tourné en Guadeloupe. Il y a une petite scène. Voilà. On voit deux, trois perroquets qui passent comme ça. Voilà. Et puis le reste des scènes a été tournées soit en Tunisie ou ailleurs, en Grèce ou autre. Mais bon, voilà. Mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de. C'est un produit d'appel. Quand on parle de la réserve Cousteau, Oui, waouh! ça donne envie. Ah mais ouais, puis en plus, entre-temps, bah, c'est devenu une réserve. Mm. Donc le site était protégé, donc c'est vrai que c'est un site qui est magnifique. C'est un site qui est magnifique. Et là, ce qui est, à mon avis, trop fréquenté, mais qui est magnifique, hein. S'initier à la plongée dans des conditions comme ça, c'est idéal. Parce que vous imaginez, tu plonges, je sais pas, en Bretagne, je sais pas, il fait 12-15 degrés. Là, tu viens ici en Guadeloupe, là, l'eau, la température la plus fraîche, elle est 26-27 au plus bas, hein. Mm. Ça caille, hein, Mm. paraît-il, hein. Non, mais les gens ici, Non, ils ne se baignent pas en ah non, mais décembre, janvier, ils ne se baignent pas. il Ouais. fait trop froid, hein. Oui. Un autre frein aux gens d'aller en rivière, ils me disent, ah, je ne vais pas en rivière, il fait trop froid. Ah, bah, pourtant, Et le truc qui est différent, c'est qu'en rivière, l'eau est peut-être plus fraîche qu'à la mer, mais tu n'as pas le vent quand tu sors de l'eau. Et je trouve ça moins... ah bah, c'est marrant quand même. enfin, non, mais la région de la Côte-sous-le-Vent a beaucoup, beaucoup d'attrait. Mm. Que ce soit ces rivières, ces randonnées, bah, la plongée, Et aujourd'hui, donc, tu fais pas mal d'activités en plus des randonnées, d'accompagner les gens dans la nature. Tu fais quoi Alors, en plus? cette activité quand même a été quand même très sérieusement ralentie par l'effet Covid, hein, Mm. c'est 2020. Ah non, franchement. Donc là, non, j'ai beaucoup plus travaillé comme voilà, en tant qu'instructeur, si on peut dire, donc, dans la pratique des arts martiaux, entre autres, même des cours de tai chi et de qigong, ainsi que d'arts martiaux vietnamiens. Voilà, donc c'est, faut avouer que ça a été plus plus mon secteur d'activité, en tout cas cette année. Je suis aussi intervenant au centre pénitentiaire en qualité d'éducateur. Tai chi? En fait, si, oui et non, en fait, parce que le tai chi et le qigong me servent, entre autres, ce sont des outils, en quelque sorte, que j'utilise avec les détenus, parce que je travaille donc avec des détenus. Je fais une seule intervention par semaine, hein. Et parmi, c'est vrai, les différents outils qu'on essaie d'exploiter, c'est vrai que le tai chi et le qigong m'aident pour arriver à ça, en fait. L'idée, c'est un peu de sociabiliser les détenus. Il y a des conditions quand même d'incarcération assez particulières, hein. Et donc, voilà, donc il y a quand même de très très bons retours, parce que l'idée quand même c'est qu'il n'y ait pas de récidive après. Et j'avoue que de ce point de vue, on a... Il y en a qui sont sortis, ils n'ont pas récidivé. Alors, faut dire les choses. Depuis que j'interviens là-bas, il y en a 3 qui ont récidivé. Sûr. Sur un certain nombre que je ne compte pas, parce que je ne sais pas. Alors, malgré tout, ben, c'est quand même intéressant, puisqu'il y a un taux de récidive qui est très important là-bas. Qui est très très important. Je n'avancerai pas sur le pourcentage, mais qui est très important. Certains ont avancé 70 à 80% de récidive. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais c'est conséquent. Là, quand même, ça. Voilà, 3 récidives, voilà, on va dire, en un certain nombre d'années, parce que j'ai commencé avec eux en 2011. Voilà, en 2011. En Presque 2011. 10 ans. Voilà, donc 3 récidives, c'est bon, pour l'instant. Et c'est quoi leur première réaction à quelqu'un qui est en tôle, à du tai chi par exemple? Certains en ont déjà entendu parler, donc ils savent que c'est une activité qui peut leur permettre de se relâcher. Alors, je ne fais pas que du tai chi avec eux, parce que j'interviens vraiment avec eux en tant qu'éducateur, mais par contre c'est vrai que c'est un outil que j'utilise beaucoup. C'est simple, hein,
une séance des fois avec eux ne se déroule que sur le thème Qigong et Tai Chi. Donc ça c'est leur accueil est quand même plutôt agréable parce que certains ont une petite idée de ce que c'est. Ils savent que ça peut leur permettre de se. C'est eux qui choisissent de Ah, c'est eux participer. qui choisissent, hein. Ils sont pas tenus, il n'y a pas d'obligation. Ils savent évidemment qu'en pratiquant une activité comme celle-là ou une autre activité, parce qu'il y a plusieurs intervenants là-bas qui Il sont peut avoir très des intéressants. réductions de peine, ce genre de Il choses. peut y avoir des réductions de peine. Mais certains ont compris que ça, voilà, il n'y avait pas que la réduction de peine à l'arrivée, c'est surtout aussi un retour sur eux-mêmes. Certains ont vraiment du mal à appréhender leur incarcération, parfois ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Pourtant, des fois, les délits sont assez conséquents, on va dire. Faut avouer que dans la plupart des cas, après avoir pratiqué ce genre d'activité, il y a forcément un retour sur soi-même. Donc ils commencent à, voilà, on va dire, réévaluer leur situation. Et beaucoup après ça comprennent le pourquoi de leur incarcération. Donc de ce point de vue, c'est intéressant. Puis il y en a qui changent de style de vie, faut le dire. Alors certains, des fois, ils viennent me remercier, ils m'embrassent, pensant que c'est moi qui les ai sauvés. En fait, c'est pas moi, c'est eux qui ont lancé la démarche d'aller pratiquer quelque chose. En gros, c'est un retour sur eux-mêmes. Et en fait, on se retrouve face à soi-même. Donc forcément, ça entraîne une réaction. Et dans la plupart des cas, ça se passe très bien, parce que certains comprennent des fois pourquoi ils sont incarcérés. Ils se disent, c'est juste que je sois incarcéré. Oui, parce qu'il y en a, comme tu dis, qui sont complètement... parfois, on se dit qu'on n'a rien fait de mal et qu'on a été incarcéré à tort. Il y en a, oui, c'est le genre de discours. Soit c'est à cause de la société, soit c'est à cause de la société, c'est nous. Donc à cause de la société, ça veut dire que c'est à cause de nous. Non, il y en a qui ont du mal à se remettre en question. Je remarque que la plupart du temps, les gens qui au départ sont un petit peu butés face à ce genre de situation, ils changent pratiquement tout le temps d'avis. Donc de ce point de vue, c'est un vrai retour sur soi. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui reçoit un accueil très favorable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'attendent, qui attendent qu'on reprenne. Ouais. Non, Tu en fais plus depuis il y a eu évidemment un arrêt avec le Covid. Il y a une petite reprise au mois d'août qui a duré juste le mois d'août. Voilà, et encore. Et puis après ça s'est arrêté. Mais je sais qu'ils attendent avec grande impatience. Je ne sais pas dire quand j'arrive, je suis attendu un peu comme le Messie, mais il y a une attente qui est voilà. qui est là. Et puis avec le temps, on finit quand même par. Ce sont des humains, et certains sont extrêmement intéressants. Et c'est d'ailleurs très dommage de voir le potentiel qu'il y a là-bas qui croupit dans les geôles. Le plus dur, c'est les jeunes. Il y a des jeunes qui sont là-bas qui. Je pense que là-dessus, il faudrait revoir les conditions d'incarcération, les peines. Je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Il y a des jeunes qui pourraient très bien, avec moyennant évidemment des dispositions particulières, pourraient très bien continuer leurs études tout en purgeant leur peine. Il est possible. Dans d'autres structures. Oui, je pense dans d'autres structures, il faudrait revoir ça. Il est possible d'ailleurs de continuer une scolarité là-bas, mais évidemment, ce sera jamais comme s'ils étaient à la fac ou autre. Il faut lui dire de venir le lundi matin. Je préfère passer mon balai, ma serpillière. J'ai l'aspirateur. Et tu préfères le balai? Oui, il me sert pour la voiture aspirateur. C'est plus pratique. Donc voilà, donc c'est vrai que le centre, j'avoue que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'il y a un échange extraordinaire avec les gens qui sont là-bas, parce que évoluer avec des gens qui sont incarcérés, on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Et je pense que tant qu'on n'a pas vécu cette situation, je pense que c'est quelque chose qui nous restera étranger. Tu as le droit d'emmener des externes? Non, pas du tout. Non, c'est quand même des conditions très particulières. Non, j'ai un badge quand je rentre, une pièce d'identité, il y a plusieurs sas de sécurité à passer. Mais voilà, mais ce partage, parce que c'est un partage, entre eux et moi, est extrêmement intéressant. On apprend beaucoup sur la nature humaine, sur. Ah non, c'est un.
Alors souvent, il me dit, mais pourquoi tu nous remercies? Je dis, parce que vous m'avez appris. De toute façon, on reste toujours en élève, hein. Face à la vie, on reste toujours en apprentissage. Mais là, c'est très particulier. C'est très 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 particulier. Donc, nous, on apprend beaucoup. On sait qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Donc forcément, on arrive là, quelque part, je ne vais pas dire dépositaire d'une autorité, c'est pas ça. Mais on sait que, ben voilà, on n'est pas détenu, on sait qu'on doit. Il y a voilà, que ben, eux, ils sont de l'autre côté voilà, des barreaux. Mais il n'empêche que voilà, ce sont des humains et forcément, il y a des. Voilà, il y a, il y a le cœur qui est toujours là. Il faut savoir donner dans une juste mesure. Une juste mesure. On a vite fait de se faire manger aussi, hein, parce que certains sont un peu. Voilà. Mais ceux qui acceptent leur incarcération, qui comprennent pourquoi ils sont là et pourquoi ils doivent purger leur peine, que c'est nécessaire, non, Tu m'as raconté une ça fois se passe très bien. un qui voulait tester un peu trop et Ouais, qui s'est cogné contre ton tibia, c'est ça? oui, voilà. Ouais. Bon, ça a été assez bref, on va dire. Oui, là, s'il a cogné un petit peu contre. Voilà, bon, j'espère que c'est pas fait trop mal. Donc, Il est jamais revenu au cours? non, pas lui. Pas lui. Il n'est pas revenu au cours. Il n'est pas revenu au cours. Je regrette. Et toutefois, un jour, je passe, je vois dans le couloir quelqu'un qui siffle. Et j'entends moniteur. Alors, je me retourne et il me fait. Bon, ben, il a appris le respect, je trouve ça formidable. Mais c'est dommage que parfois, pour pouvoir obtenir du respect, on en vienne jusqu'à se venir aux mains, quoi. Ouais, mais faut aussi se mettre à leur place. Nous, on vient en tant qu'intervenant extérieur. Eux, parfois, ont leur vécu. Certains ont déjà bien pratiqué. Ben, voilà, ils mettent en parallèle le tai chi avec les sports de combat. Et puis, ben, forcément, ben, comme c'est du tai chi, ils vont se dire c'est de la danse. On n'oublie pas que le tai chi, c'est un art martial, avec tout ce que ça implique. Hein, donc, c'est pas juste des mouvements. C'est un art d'autodéfense aussi à la base. Donc voilà, c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu mal. On a tendance à voir le tai chi comme le papy dans le parc en Chine qui a 85 ans. Mais c'est un peu l'image, hein, c'est un peu qu'est-ce que tendance à dire? C'est un peu la vitrine du tai chi. Pourtant, ça n'est qu'une partie de l'iceberg, parce que c'est vrai que le tai chi permet aux gens jusqu'à un âge avancé, il faut le dire, pratiquer. de continuer à pratiquer. Quelqu'un qui fait du foot, Oui, non, à un à moment 35 ans, c'est donné, plié. voilà, alors en tout cas professionnellement parlant. Oui. Après ça, en loisir, il va continuer encore à pratiquer, mais voilà, en prenant de l'âge, voilà, bon, bah, il pourra plus. C'est vrai que sur ce genre de discipline, tu peux la pratiquer en tout cas jusqu'à pas d'âge. Il y a pas de. Donc c'est vrai que de ce point de vue, voilà, quand on pratique, voilà, bah, il y a pas vraiment de limite d'âge, pas vraiment. Alors, quand j'ai commencé à pratiquer, c'est vrai que j'étais entouré de pratiquants d'âge mûr. Ils me disaient, mais déjà, ils me regardaient comme ça, parce que étant encore jeune, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Je viens faire du tai chi. Je me dis, mais c'est un sport de vieux. Je ne conçois pas comme un sport, mais plus comme un art. Mais ils me disent, mais c'est pour les vieux. Je dis, bah non, c'est pour tout le monde. Les gens qui le pratiquaient eux-mêmes. Les gens qui le pratiquaient même. Et, c'est amusant de constater que le, dans, dans les cours où j'interviens, je reste encore le plus jeune. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui interpelle davantage les personnes d'âge mûr, parce que bon, ben voilà, ils ont déjà une remise en question sur leur fonctionnement, sur leur corps. Tout à fait. Et puis, dans il y a des secteurs d'activité qui sont extrêmement stressants. Un peu de tout, hein. Il y a des professeurs, des instituteurs, il y a des attachés commerciaux ou autres qui viennent parce qu'ils subissent une pression régulière, soit dans leur travail, soit de la part de, je sais pas, de la direction, ou enfin en tout cas des nécessités de l'entreprise. Et ils trouvent là un moyen de relâcher, de lâcher la pression. Lâcher la pression. Et c'est dommage que ce soit pas plus mis en avant le tai chi, parce que la plupart des gens, pour lâcher la pression, ils vont faire 3-4 fois par semaine du sport.
et la majorité des sports qu'ils pratiquent les stressent encore plus. Et des gens qui me disent bon, je vais me mettre au footing, et je les retrouve 2 mois après. Je le dis toujours cet exemple, parce que j'en ai eu des dizaines et des dizaines, avec la montre connectée, avec moi j'ai fait tant de pas, j'ai fait tant de kilomètres, j'ai fait tant de trucs, et la même pression du boulot, il l'a mis dans le footing. Quoi. Et qu'on continue à fonctionner avec sa tête et pas repasser par le corps. Quoi. C'est clair que quand tu invites les gens à lâcher prise, c'est pas quelque chose qui leur est naturel. Il y a toujours une idée de performance, voilà, soit par rapport à soi-même ou aux autres. Tandis qu'en tai chi, en qigong, dans ces disciplines, tu vas surtout pas te limiter à ça. D'ailleurs, tu n'as pas de limite en fait, justement. Tu ne te fixes pas. Non, au contraire, les pratiques sont très très ouvertes et il n'y a pas de. Les pratiquants savent qu'ils ne seront pas évalués. Il n'y a pas une fiche d'évaluation en fin de séance où on met bon, est-ce que les objectifs ont été respectés? Non. Non. Chacun va à son rythme, à sa vitesse. Et c'est pour ça que ce sont des disciplines qui attirent de plus en plus de monde parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas soumis justement à cette pression. Pression de résultat. En fait. Pression de résultat. Il n'y a pas justement on n'est pas en attente de résultat. Donc. Et puis c'est une coupure pour eux dans la semaine. Ouais. C'est une coupure. Il y en a qui font par exemple en milieu de semaine. Et tu dis, mais la semaine, elle reprend encore. Ça, voilà. Mais ils repartent avec Au lieu d'attendre le vendredi pour recommencer à respirer, tu respires. Merci. Tu respires un mardi, quoi. Ouais. J'avais fait on se connaît depuis longtemps et on a fait pas mal de choses ensemble. Tu m'as accompagné sur beaucoup de choses. Tu avais beaucoup de courage à me supporter. J'ai du thé encore, moi, si tu veux. Si tu veux un peu plus, tu veux. On finit déjà celui-là. Et j'ai fait un seul cours de tai chi avec toi. Peut-être 2. Mais le premier cours de tai chi que j'ai fait avec toi, c'était le premier cours que je faisais. Je crois que j'étais assez jeune encore. Il durait 2 heures. Et j'ai senti une grippe monter en moi et s'éliminer en 2 heures de cours de tai chi. Quoi. Je n'avais pas mal à la gorge. Pendant le cours, j'ai senti ce mal de gorge, ce truc au fond là, du nez, qui s'est expulsé. À la fin du cours, j'avais en quelque sorte expulsé une grippe. Quoi. Ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça et que ce soit passé aussi vite. Mais le cours était extrêmement dur parce que j'ai senti une montée de fièvre, j'ai senti une chaleur et genre vraiment ça avait vraiment remis en circulation beaucoup de choses. Quoi. Ah, mais tu élimines des quantités de choses. Il y a ce qui est intéressant avec ce genre d'activité, que ce soit les activités très très douces comme le tai chi, le qigong, le yoga, des activités un petit peu plus dynamiques, les arts martiaux, le karaté, taekwondo, l'autre kung fu, c'est que tu vas chercher des choses au fond de toi-même et on élimine des quantités de choses. Il y a des quantités de choses. On coupe avec des liens psychiques, avec des. Il y a des. Je ne veux pas dire que c'est thérapeutique, mais presque. En tout cas, c'est préventif, ça c'est certain. N'importe comment. Ça dépend de l'instructeur, ça dépend comment c'est enseigné. C'est vrai que ça joue. Parce que j'entendais un jour quelqu'un dire c'est la discipline qui fait l'individu. Mais moi je pense pas. Je pense que c'est le pratiquant quelque part qui fait sa discipline. Il y a une forte influence sur ça. Ceci dit, ces activités en général, quelles que soient leurs origines, normalement nous permettent en fait d'évacuer des choses latentes, des choses qui traînent, une colère qui n'a pas été digérée, des tensions ou autres. Non, ce sont des vrais exutoires. Donc, il faut pratiquer, il faut faire une activité physique, c'est bon pour la santé. Dans le yoga, dans les textes, c'est activité physique modérée. Donc une activité physique qui va t'esquinter le corps, c'est pas conseillé. Quoi. Ah ben non. De toute façon, ce sont les disciplines qui sont là non pas pour esquinter, pour démolir, mais au contraire pour reconstruire, reconsolider. Donc à partir du moment où une pathologie commence à apparaître, soit articulaire, musculaire ou autre, il faut se poser des questions là. Soit c'est nous qui ne respectons pas les alignements sur ce qui peut arriver. Très souvent aussi, c'est parfois le professeur qui fait n'importe quoi, il faut le dire. Je me rappelle il y a quelques années de ça, j'avais été opéré d'une péritonite et il y avait une dame qui venait
Et elle m'expliquait qu'elle avait que son fils en fait s'était abîmé le dos en- lors d'un entraînement, donc la pratique martiale du judo, euh, parce que en fait, dès le début du cours, ils avaient commencé par des projections, ce qui ne se fait jamais, parce qu'on sait très bien que tous les bons profs de judo font systématiquement l'échauffement avant, ils mettent suffisamment l'accent, on le sait là-dessus, voilà, pour ne pas avoir de blessure. Ah, il a peut-être fallu ce jour-là, peut-être que je sais pas, peut-être que le prof était peut-être voilà, un peu rapide sur ces. Voilà. En tout cas, il a fait faire à ses élèves des projections. Et le gamin, il s'abîmait le dos. Mm. Ah, ça passe encore quand on a déjà un peu de vécu, mais quand on est jeune, c'est pas normal. Donc, le professeur, l'instructeur, ça part de responsabilité. Hein, alors, on a la chance quand même maintenant, c'est que ces disciplines-là sont bien encadrées. Toutes les disciplines. Ici en Guadeloupe, on a de très très bons instructeurs, toutes disciplines confondues. Karaté, judo, penchak silat, ce que tu veux. Et ils sont très respectueux de la manière dont un cours se conçoit. Ce qui fait que maintenant, on n'a pratiquement pas de blessures. Hein. Pratiquement pas. Et ça c'est bien. L'activité doit pouvoir nous permettre de pratiquer jusqu'à pas d'âge. Il n'y a pas de. Nous accompagner tout au long de notre vie. Ouais. J'ai une pratiquante qui a commencé du tai chi avec moi, elle avait 92 ans. Ah oui. Pas mal, hein? Ah oui, pas mal. 93 ans après ça. Et elle a dû arrêter, alors pour une raison très simple, c'est que elle était très désolée. Un jour, elle m'appelle, elle me dit Frédéric, bonjour, c'est Flora, je pourrais pas venir pratiquer, enfin, je pourrais plus. Je dis ah mince, Flora, ça va, il n'y a pas de. Elle me dit non, ça va, mais c'est que ma fille a des problèmes de vue, elle ne voit pas le soir, elle peut plus m'emmener. Elle m'a dit mais tu sais, je fais toujours mon tai chi, hein, je fais voilà, mes paumes de Wu-Tang, mon hirondelle, mon tigre. Mais voilà, bon, je vais continuer à faire ça. Toute seule. Toute seule, mais voilà, continuer. Elle m'a dit, mais j'ai de quoi travailler pour un bout de temps. Euh, Franchement, j'avoue, une telle fraîcheur à 93 ans, c'est. Voilà. Elle a commencé à 92, voilà, donc on a passé une année ensemble, et voilà. Et c'est une discipline voilà, qui va continuer à l'accompagner. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 mouvements pour pratiquer un mouvement, et quand on sait comment ça fonctionne avec la respiration, on sait on est à la recherche de lâcher prise, on met l'accent sur l'inspire, l'expire. Une fois qu'on a compris ça, voilà, avec un ou deux mouvements, c'est largement suffisant. On a de quoi faire jusqu'à. Tu pourrais dire 2 mots sur la respiration? Oui. Parce que je cite toujours mes patients et je sais pas, peut-être qu'ils se disent qu'avec toutes les séries de vidéos que je fais, je tape un peu sur eux, mais c'est une mine d'or d'informations en fait, mes patients, et je vois tout ce qu'il ne faut pas faire et que parfois eux ne s'en rendent pas compte. Et souvent, quand j'ai quelqu'un allongé sur ma table, c'est 2 secondes d'inspire, c'est déjà grand maximum, et 2 secondes d'expire. Dans ta pratique, qu'est-ce que tu peux dire sur la respiration? D'abord qu'elle est fondamentale, parce que déjà c'est la première chose qu'on a faite en arrivant au monde. Hein, on a tous crié, hein, on a respiré donc. Et elle est fondamentale parce qu'une grande partie de l'énergie d'ailleurs qu'on peut générer vient justement de cette respiration. Quand on commence ce genre d'activité, on met l'accent sur ce qu'on appelle la respiration abdominale. En gros, c'est la respiration des nourrissons. Certains l'appellent la respiration diaphragmatique, alors comme c'est un terme un peu médical, donc on parle plutôt de respiration abdominale. Certains disent, parfois, ils parlent de respiration postnatale. Alors l'idée, en fait, c'est de ne pas bloquer la respiration, d'avoir une respiration qui est très calme, très douce et continue. Quand on fait travailler les gens sur la respiration, évidemment, même si on parle de respiration abdominale, ça ne veut pas dire que la respiration va arriver dans l'abdomen. C'est une façon de parler, en fait. Quand on inspire, l'idée, c'est de respirer doucement, en fait, de telle façon que l'air, délicatement, arrive dans les poumons, mais ne s'arrête pas simplement en haut. On respire calmement pour remplir tranquillement les poumons. Et c'est sous cet effet que le diaphragme a poussé comme ça légèrement vers le bas. Ce qui a pour effet de faire légèrement, légèrement sortir le ventre, ensuite délicatement, il va se créer une dépression, ensuite en rentrant. Donc en définitive, c'est le diaphragme qui monte et descend. Le fait de faire ça, de respirer déjà correctement, en tout cas prendre son temps pour respirer, déjà ça calme. Sans compter qu'en faisant ce type de travail, en fait,
le diaphragme en descendant va naturellement en fait masser les organes à l'intérieur, les viscères. Et parce que justement le diaphragme est là justement pour séparer les viscères de la partie haute du cœur, des poumons, par exemple. Et donc le fait de respirer comme ça a fait que naturellement la personne en quelques instants peut trouver déjà un certain calme. Il y a des signes en général qui ne trompent pas, hein. Il suffit d'observer quelqu'un qui commence à travailler la respiration calmement. Par exemple, nous, chez nous, on propose d'inspirer par le nez, doucement on remplit le ventre, délicatement, hop, on rentre le ventre sans forcer, et on souffle par la bouche comme ça. 3 petits cycles respiratoires comme ça, même dans la voiture, dans un embouteillage, au lieu de s'énerver comme ça, attendre, hop, on pose ses mains, voilà, et puis voilà. Le feu rouge, on ne peut rien faire, on respire. Déjà rien que ça permet de se détendre. Les petits signes qui ne trompent pas en général, c'est qu'on va commencer à bâiller, ça veut dire qu'on commence à se relâcher. On a les épaules qui tombent, les coudes qui tombent, voilà, c'est que les tensions commencent à se défaire. On commence à défaire des nœuds. Donc la respiration est fondamentale dans tous les exercices qu'on fait, que ce soit en Qigong, en Tai Chi, ou dans la pratique, on va dire, un peu plus martiale, hein, comme le Wudao. Le moteur du mouvement, c'est la respiration. On prépare un mouvement, on inspire. On fait le mouvement, on expire. Pardon. J'inspire. J'expire tranquillement. En fait, c'est le souffle qui va guider le mouvement. Si le souffle accompagne le mouvement, si le souffle est doux, alors le mouvement sera doux. Si le souffle est saccadé, le mouvement aura tendance à être un peu saccadé. J'ai un enseignant de yoga, c'est le seul enseignant de yoga qui a mis l'accent, c'est le mariage, je reprends ces termes, mouvement, respiration, et pour lui la respiration précède de quelques instants le mouvement, tout à fait. et que tant que tu inspires, ton bras y monte. Ouais. Tant que tu inspires, ton bras continue de bouger. Exactement. Et si ton inspire se bloque là, tu t'arrêtes voilà. là. Et souvent les gens veulent aller forcer sur le corps alors que c'est le souffle qui va nous guider. Et carrément, il a tout dit. Il a tout dit. C'est le... S'il y a quelque chose à retenir... Tu forces moins en plus. Tu forces moins, mais dans tout. Dans tes gestes quotidiens, dans tout, même dans ton travail. Respire calmement, tu vas avoir une écriture beaucoup plus fluide. Ah, c'est bon, on écrit moins maintenant, on tape. Mais à coup pas. Mais on peut taper fluide. On peut taper fluide. On peut taper. Oui, c'est très très fluide. Hein, mais non, mais c'est vrai que ça. Tu nous feras une démo? Ouais. Tu voudrais? Pourquoi pas? On reste ici ou on se met sur la petite... Adjuvante, on peut faire ça dans le jardin, comme tu veux. Ah, vas-y, on peut faire ça. Oui, ok.